Les podcasts du Figaro. En juillet 1845, à Savannah en Géorgie, une esclave donnait naissance à un enfant dont les pleurs inondèrent l'étable où elle mettait bas, un mort à cheval en travers de la bouche. Dans le fer plein de rouille, elle planta ses dents, en cadence avec les contractions, qui lui firent perdre 2 canines. D'autres esclaves, auprès d'elle, se relayèrent avant de s'en retourner au champ. Le travail avait commencé pendant le travail. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait d'Ève Melville, Cantique de Justine Beau, publié chez Grasset. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Justine Beau. Bonjour Alice. Vous publiez Ève Melville, Cantique, un roman magnifique à la prose incantatoire. Nous sommes en août 2016. Un cri déchire le silence d'une rue tranquille de Brooklyn. La maison d'Ève Melville a été peinte en noir pendant la nuit. À partir de cette maison qu'elle tient de son arrière-grand-père né esclave en Géorgie, vous allez ressusciter les vieux démons des États-Unis. Alors Justine Beau, d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de ce titre, Ève Melville, Cantique. Comment il est né ? D'abord, la première partie de ce titre, évidemment, c'est le nom d'un être qui traverse le roman, qui est Ève Melville. Évidemment, Ève, c'est la première femme, il y a la référence biblique. Il y avait une sonorité aussi qui me plaisait, une facilité à exister de l'américain vers le français et inversement, c'est-à-dire que c'est un prénom qui est traduisible, qui est transparent, qui ne change presque pas d'une langue à l'autre. Puis la simplicité aussi de la graphie me plaisait, le côté anagramme peut-être, enfin voilà. Melville, moi je suis souvent quand je cherche des noms de personnages ou quand je cherche par exemple des lieux fictifs que je pourrais inventer ou réinventer, je traîne souvent dans des cartes du sud des États-Unis par exemple et on trouve des villes comme ça avec tous ces noms de villes qui se finissent justement en ville. Et donc je sais que c'est des mots qui restent avec moi en général. Et puis en fait Melville, évidemment, il y a la référence à Herman Melville, le romancier poète américain. Et surtout, ça veut dire étymologiquement la mauvaise ville. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est né au mauvais endroit ou qui vient du mauvais endroit. Dans mauvaise ville, évidemment, j'entends aussi mauvaise vie. Donc, je pense que le nom s'est imposé comme ça au gré de recherche. Puis Cantique, c'est la référence à la dimension sonore, musicale du texte. Il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mise à beaucoup relire dernièrement la Genèse, l'Exode et surtout le Cantique des Cantiques. Et en fait, c'est un texte qui me plaît parce c'est un grand texte poétique qui est traversé de motifs animaux, presque fantasmagoriques, et qui évoque aussi une traversée. Et en même temps, c'est un texte fondateur, mais qui fonde dans une sorte de, comment dire, de flou. Donc j'aime bien l'idée que ce soit l'un des premiers textes, l'un des textes les plus anciens, les plus importants, mais qui en même temps peut faire l'objet de 1000 lectures différentes. Donc c'est ça pour moi le cantique. Et en parlant de traversée, il y a dans ce livre tous les vieux démons des États-Unis que vous-même vous traversez. Donc il y a les spectres du Vietnam, les années SIDA, le racisme systémique, la place des femmes au foyer. Comment est-ce que vous avez procédé pour l'écrire ? Est-ce que vous avez rouvert aussi des livres d'histoire ? Alors c'est un texte qui a mis du temps à s'écrire. Il a mis 7 ans à s'écrire. En fait, il me vient d'une image qui est l'image d'une scène à laquelle j'ai assisté, c'est-à-dire un matin, je vivais alors à Brooklyn et je me suis levée et la maison voisine de celle dans laquelle j'habitais avait été peinte en noir. Et donc, l'image de cette maison noire, elle existait et dès lors qu'elle a existé, je me suis dit immédiatement, en fait, c'est quelque chose qui, de toute façon, va s'écrire. Il y a pas de... C'était déjà, en fait, en train de s'écrire en images dans le réel. Ça existait déjà, en fait, comme texte. Mais il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour trouver la voie. D'abord parce qu'il s'agissait d'écrire depuis l'américain. Il y avait une question de voix en termes de langue, d'abord. Ah, vous avez pensé en anglais d'abord ? Disons que j'ai jamais pensé écrire en anglais, mais j'avais du mal à ne pas partir. C'était étrange, il y avait une sorte de mouvement de boomerang où inévitablement, bon d'abord je vivais aux États-Unis à l'époque et pour autant j'ai jamais eu l'ambition d'écrire en anglais et quand je lis en anglais, j'ai toujours une crainte en fait de ne pas, ou en tout cas je suis consciente du fait que moi je ne pars pas de cette langue
Et donc, évidemment, il y a une question de plus qui se pose par rapport à quand j'écris en français, même si ça dépend des textes. Mais ça, j'aime beaucoup Faulkner, Steinbeck, etc. Mais c'est quand même pas la même chose. Et c'est pas la même chose de le lire en traduction. Je me suis pas dit que j'allais écrire en anglais, mais il y avait toujours des mots anglais qui revenaient. Et puis, surtout, un personnage qui était aussi lointain de moi, de par son histoire. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver la matière du texte, pour trouver sa voix juste. Euh, et donc, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui ont eu lieu au cours de cette année. Très vite, j'ai lu énormément de sources et surtout, j'ai essayé de trouver des sources premières en particulier pour ce qui concerne la partie qui se passe dans les champs d'indigo, dans les plantations d'indigo au temps de l'esclavage. J'ai beaucoup lu. Et puis, je pense que le texte s'est écrit avant que vraiment je ne le rédige et j'aime bien le mot traverser parce que justement on traverse en fait à travers un seul être. À chaque fois, il y a plusieurs êtres humains qui traversent ce texte. Eux-mêmes sont traversés par des pans entiers de l'histoire américaine. J'avais absolument pas envie de livrer un savoir encyclopédique. Tous les motifs de cette mythologie américaine sont connus et donc ça me permettait aussi de déployer une langue particulière puisque c'est des images qu'on connaît. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette introduction du jeu d'une narratrice. C'est un peu votre double d'une certaine manière dans ce livre? Oui, forcément. Je J'aime bien le mot de double, en fait, parce que la question, c'est drôle parce que quand on dit qu'on écrit, en tout cas, j'ai remarqué ça, dernièrement, à chaque fois que je dis que j'écris, on me pose immédiatement la question de l'autobiographie. Et moi, je ne sais pas qui je suis, donc je ne sais pas si les gens savent qui ils sont. En tout cas, moi, je ne sais pas qui je suis, d'abord. Et puis, je n'écris pas non plus pour savoir qui je suis. Enfin, c'est pas du tout. C'est des questions qui me sont complètement étrangères. Enfin, c'est comme si ça se déroulait dans un monde parallèle au mien. Et c'est une langue que je comprends pas complètement. Donc, je me reconnais pas du tout dans ces termes-là. Et c'est un pan de la littérature que je trouve peut-être intéressant, mais dans lequel je ne m'inscris pas du tout. Mais par contre, la question du double, parce que le double, c'est aussi... Enfin, moi, quand j'entends le double, j'entends Antonin Artaud, Oui. le théâtre et son double. Ça m'intéresse, parce que le double, c'est aussi l'image. C'est aussi le miroir, la projection, le fantasme. Donc ça m'intéresse. Donc oui, Eden Bord, qui est la narratrice, d'une certaine manière, c'est mon double. Et puis, c'est ma petite fenêtre ouverte sur ce quartier où se déroule toute cette histoire. Et en parlant de fenêtre ouverte, on parle d'une maison, donc cette maison qui est au cœur de cette traversée des États-Unis qui se déploie sur plusieurs décennies. Est-ce qu'on peut dire que cette maison, c'est aussi un personnage principal dans votre livre? Absolument, mais d'ailleurs, c'était, encore une fois, si je reviens à cette image d'une maison noire, qui est donc la maison voisine de l'héroïne du livre, il était évident dès le début que tout ne partait que de la maison et tout y revenait. J'aimais en fait, évidemment, il y a une image mythologique là-dedans, il y a aussi, par la peinture noire, le stigmate apposé sur la porte. Donc tout ça, évidemment, résonne. Il se trouve que, à l'époque, j'étudiais le cinéma documentaire et on avait, en classe, étudié un très, très grand film, d'une poétesse iranienne qui s'appelle Forough Farrouzad et le film s'appelle La maison est noire. Donc tout partait toujours de la maison, qui est à la fois, en plus, moi, à l'époque, je n'avais jamais habité plus de quelques mois au même endroit, si ce n'est depuis mon enfance. Et les maisons de mon enfance ne sont pas exactement des endroits que j'associe à la quiétude et à la tranquillité. L'idée de la maison m'angoisse, en fait, beaucoup. Quand on entend Marguerite Duras parler de la maison, c'est très anxiogène. Il y a quelque chose de figé. Et donc, je pense que le contraste entre cette traversée d'un territoire qui est immense en plus, par des personnes qui viennent de continents différents, ça a amené un mouvement qui était presque comme une effraction dans la maison. Et donc j'aimais le contraste entre le désir aussi d'Ève Melville de maintenir cette maison strictement identique à ce qu'elle avait toujours été, et l'inévitable mouvement qui se confronte au mur. Je trouve ça intéressant d'ailleurs que vous disiez que la maison en soi est quelque chose d'assez angoissant parce qu'on le voit dans votre œuvre. La maison, en tous les cas, est un lieu intime que vous explorez dans Alphabet. Il était question du corps qu'on habite après un inceste. Dans Onanisme, on était cette fois-ci dans un bunker et dans une quête d'émancipation qui est pour moi aussi celle d'Ève Melville. Est-ce que les espaces, c'est justement c'est des lieux qui vous habitent, si je peux dire ça comme ça? Ah oui, oui, ça part de ça. C'est drôle, en fait, j'entends les espaces qu'on habite et ça me fait penser à Hurler sans bruit, parce qu'il y a ça aussi. Là, on est dans un studio, par exemple. Il y a un rapport. D'abord, la voix est conditionnée par l'espace dans lequel elle va se porter.
il se trouve que j'ai grandi, je sais pas si c'est juste de toujours revenir à ça, mais il se trouve que j'ai grandi dans des espaces qui étaient très forts. D'abord des grands espaces naturels, assez accidentés, et puis, en étant toujours, entre, des maisons très, très anciennes, des maisons très neuves, et je n'arrive toujours pas à savoir, si c'est possible d'aménager, en fait, un espace. Enfin, D'y c'est-à-dire vivre? oui, alors d'y vivre, ça, c'est encore plus Ouais. difficile, mais d'y exister, ça, c'est quasiment, impossible puisque le principe d'exister, c'est sortir de soi, donc il faut déjà sortir de chez soi, Mmh. je pense. Enfin, je suis pas très, une chambre à soi, quoi, même si j'écris dans ma chambre, mais j'aime bien l'idée que la chambre, c'est un ailleurs, quoi. Oui, possible d'y vivre, et puis, comment c'est possible de pas jouer la comédie, en fait, ce qui est intéressant, mais ce qui n'est pas vivre, ce qui n'est pas l'existence. Les histoires de souvenirs, de violence et de descendance, la littérature en est remplie. Alors pour vous, quel livre illustre la mémoire? Vaste question. Le livre illustre la mémoire, la littérature en est remplie, et d'ailleurs, tous les textes, bibliques, les textes, anciens, sont fondés par la violence et pour la violence, d'ailleurs. Quand on parle de mémoire, je reviens toujours à un livre qui est «L'attente l'oubli» de Maurice Blanchot. Qui est un texte, que j'aime, infiniment parce que, donc c'est un texte, donc Maurice Blanchot, c'est l'écrivain de l'écriture L'écriture du par désastre? l'écriture du désastre. Donc il y a quelque chose du fragment, et en même temps, c'est comme s'il défragmentait le fragment pour raconter ce qu'est la mémoire. C'est-à-dire, la mémoire étant une tentative de soudure entre, des fragments qui ont été, répandus, à l'intérieur du cerveau. Donc je crois que ce serait «L'attente l'oubli». Quel livre vous a fait aimer lire? Je savais que vous alliez poser cette question, et j'ai essayé d'y réfléchir. Je sais que quand j'étais, enfant, peut-être avant mes 10 ans, je me souviens de Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Qui m'a donné ça et pourquoi, je ne sais pas, parce que ça, aujourd'hui, ça paraît curieux quand je le dis, mais en tout cas, il y a eu Jane Eyre, mais quand j'étais surtout, bébé, en fait, il se trouve que un jour, on m'avait laissée dans une pièce faire la sieste, et on avait oublié, de me laisser avec un livre, alors qu'il fallait toujours que j'ai un livre apparemment. Et en fait, quand mon grand-père est arrivé pour mettre le livre, dans mon lit, il s'est aperçu que j'avais arrêté de respirer, ce qu'on appelle la mort du nourrisson, là. Ah wow. Et donc en fait, s'il n'avait pas eu à m'apporter le livre, Vous ne seriez pas là aujourd'hui. voilà. Je sais pas si c'est vrai, si ça se trouve, c'est un énorme mensonge, Il faudrait écrire là-dessus. oui, il faudrait. Quel livre vous a fait rire? Alors c'est pas forcément, des grands rires, de plaisanterie, d'humour, mais j'aime bien l'ironie. Je pense que sans doute des textes de Milan Kundera, ne serait-ce que «Risibles amours». J'aime bien aussi, par exemple, c'est une référence absurde, mais Le dictionnaire du diable d'Ambrose Bierce. Paul Nizan a sans doute dû me faire rire, et puis quand j'entends le rire, j'entends Georges Bataille aussi, sur une note beaucoup plus profonde et grave. Quel livre vous a fait pleurer? Pour ce qui est des pleurs, il y en aurait beaucoup, même si, je ne pense pas avoir vraiment versé des larmes, sur des livres. Il y a toute la poésie. Moi, grande, la majeure partie de ce que je lis, la plus grande partie de ma bibliothèque, ce sont des œuvres de poésie. Henri Michaud, Robert Desnos, Apollinaire, René Char. Mais je me souviens quand même d'un texte très particulier de Maupassant, c'est La Parure, donc une nouvelle de Maupassant, qui, traite, de la ruine d'une femme, qui, cherche à rembourser un bijou, qu'elle avait emprunté à une femme plus riche qu'elle, pour finalement se rendre compte à la fin de sa vie, qu'elle a passé dans l'effort, que, le bijou initial était un faux. Et ça, je pense que C'est terrible. j'ai dû le découvrir au collège, ce texte, et j'ai trouvé ça, abominable. Quel livre vous a mis en colère? Ça, il y en a énormément parce que j'aime beaucoup la colère et que c'est ce que je recherche en premier lieu. Je pense que le premier livre qui a vraiment fondé ma colère en littérature, c'était sans doute Germinal, de Zola, que j'ai étudié au collège, et puis ensuite, il y a eu toute l'œuvre de Camus qui m'a beaucoup marquée, évidemment, de la primaire, au lycée, enfin jusqu'à aujourd'hui. Faulkner, évidemment. Bernard-Marie Coltès aussi m'a beaucoup marquée. C'est-à-dire une colère littéraire, protéiforme, c'est vraiment ce que je recherche en premier.
J'ai une dernière question. Quel livre aimez-vous offrir ? Il y en a beaucoup. J'offre quasi systématiquement de la poésie. Les classiques, entre guillemets, que j'ai cités tout à l'heure. Je ne l'ai pas cité, Victor Hugo. Enfin, tous les ouvrages de poésie que je peux trouver. Dernièrement, j'ai beaucoup offert des œuvres de Alejandra Pizarnik, publiées chez Ypsilon. J'ai beaucoup offert aussi Attaquer la terre et le soleil de Mathieu Bellesi et Les choses de Pérec, qui est un indispensable. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Ève Melville Cantique, publié chez Grasset. Merci Justine Beau. Merci Alice. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt!